BFM Business, 18h, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, bonsoir à tous, c'est celui qui continue de s'opposer à la loi travail. Demain, il va même défiler aux côtés de la CGT, un baroud d'honneur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais lui, Jean-Claude Mailly. Jean-Claude Mailly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vrai que vous avez dit demain donc défilé, le 13e manifestation contre cette loi travail. Oui. Et vous-même, vous avez dit il y a quelques instants qu'il y aurait très peu de monde dans la rue. Il y aura moins de monde, moins de monde que, mais on le sait. Mais autant rester chez c'est pas un baroud. Non, c'est pas du tout un baroud d'honneur. Je rappelle que cette loi, ce projet qui était un projet multiminoritaire syndicalement, du côté des patronats, du côté des politiques, du côté de la population, est passé en force au 49-3 avec un responsable numéro 1 qui s'appelle François Hollande. Bon. On a dit dès le début de l'été, on laissera pas tomber. Et donc on a fixé pour montrer qu'on laissait pas tomber. Mais les votés promulgués, on attend les décrets. Bon alors. Eh ben, pourquoi écoutez, descendre dans la rue? Le CNE et le CPE, ils avaient été aussi promulgués et puis in fine ils sont tombés. Donc on fait cette journée pour montrer qu'on continue le combat pour ce qui concerne Force ouvrière. Va prendre d'autres formes, va prendre des formes juridiques. On a mis un système de veille en place. Vous avez déjà dit ça. C'est quoi des formes juridiques? Les formes juridiques, ça veut dire qu'on va aller en contestation dans les. Bien sûr. Où on a 3 voies possibles, 4 même. Il y a à la fois par rapport aux directives européennes, donc au niveau européen, il y a notamment la directive sur le temps de travail. Il y a deuxième voie possible par rapport à des conventions internationales. C'est comme ça qu'on avait fait chuter à l'époque le contrat nouvelle embauche. Troisième possibilité à travers des questions prioritaires de possibilités où vous allez le faire? Regardez, moi, il n'y a pas le feu au lac. On travaille sérieusement. Après, on a une élection présidentielle, donc là vous faites. Non, c'est une histoire de semaines. C'est pas une histoire de mois. Ce sera bien avant les élections présidentielles. Mais on travaille sérieusement. Donc moi, je ne suis pas juriste. Les spécialistes qui sont réputés Force ouvrière juridiquement travaillent les dossiers en ce moment. Donc il y a possibilité de questions prioritaires de constitutionnalité. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel, qui aurait pu valider l'ensemble de la loi, ne l'a pas fait. Il a juste prononcé sur les points sur lesquels il avait été saisi. Donc voilà. Et puis il y aura vraisemblablement aussi des recours individuels quand les choses vont se mettre en application. Donc on laisse pas tomber parce que c'est une mauvaise loi. Oui. On reviendra un petit peu parce qu'on attend la publication des décrets. Je crois qu'il y en aura 127. C'est dire s'il y en a beaucoup sur le feu. Où est-ce que ça en est? Je voudrais quand même insister d'abord sur ce dossier Alstom. Il y a l'intersyndicale Don et Faux qui a appelé mercredi tous les salariés du constructeur ferroviaire à débrayer le 27 septembre. Pourquoi cette manifestation, cette grève, alors qu'en l'occurrence, le dossier, on voit bien, est en train d'évoluer, peut-être dans le bon sens. Et ma question d'après, est-ce qu'il faut tout faire pour favoriser le site de Belfort au détriment des autres, peut-être notamment de Valenciennes? Non, c'est pas plus de Belfort que Valenciennes. C'est la question. Le dossier évolue favorablement. Bon, les politiques se mettent dessus parce qu'il y a les élections présidentielles. On n'est pas dupes. Bon, s'ils arrivent à sortir le dossier de l'ornière, tant mieux. Il y a le comportement d'Alstom. Moi, je ne dis pas que le gouvernement savait que cette annonce allait être faite. Par contre, le gouvernement savait depuis bien un bon bout de temps qu'il y avait des problèmes sur Alstom et sur le ferroviaire d'une manière générale. Donc, ils savaient. Certains disent qu'ils ne savaient pas. Non. Qu'il y avait des problèmes. Je ne dis pas qu'il savait que Alstom allait annoncer la fermeture du site. Ça, je n'irai pas jusque-là. Mais qu'il y avait des problèmes sur le ferroviaire et sur Alstom, oui. Tout le monde avait le calendrier en tête. Mais ça Alstom fait des mois. C'est une entreprise en bonne santé, Jean-Claude Mailly. Oui, pourquoi le site de Belfort. Oui, attendez. C'est un problème de commande publique par rapport. Oui, enfin, moi, je suis. Vous savez, dans ce genre d'affaires. De locomotives fabriquées à Belfort. Vous connaissez ça tout aussi bien que moi, si c'était mieux. Je sais par expérience aussi qu'il y a des entreprises qui utilisent ces périodes de campagne électorale pour avoir. Je suis prudent sur ce genre d'affaires. Ce qui n'est pas acceptable, c'est le comportement brutal d'Alstom et que le gouvernement se réveille. Voilà, c'est ça qui n'est pas acceptable. Est-ce que vous pensez qu'Henri Beaupart-Lafarge, le patron d'Alstom, a joué justement sur cette période préélectorale et donc il a fait pas de commande publique, je ferme Belfort, le site historique. Voilà, et comme ça. Vous y croyez? C'est une des hypothèses, mais est-ce que vous y croyez? Je ne suis pas sûr, il m'a rien dit. Mais c'est une hypothèse que je n'exclus pas. Parce que c'est des commandes qui viennent d'où? Qui viennent de la SNCF, qui viennent de la RATP, où l'argent public est en jeu, etc. Ça peut être, je dis bien, ça peut être un moyen de faire pression. On ne peut pas exclure ce genre d'hypothèse. Et nous avons demandé qu'il y ait des états généraux du ferroviaire. Il y a un moment qu'on a demandé ça, on va reformuler. Les états généraux, ça n'engage que ceux qui y assistent. Non, écoutez, il y a eu un travail, pas ces derniers temps, je le reconnais. Monsieur Macron était plus préoccupé par son mouvement que par les questions industrielles ces derniers mois. Vous pensez que il a rien vu
vu. Enfin, il dit à l'instant qu'il affirme ne pas avoir fait des promesses intenables. Bon. Ça veut dire quoi, ça? Oui. Bon, enfin, des promesses intenables, j'en sais rien. Mais enfin, il était plus préoccupé par son mouvement ces derniers temps, en tous les cas, avant qu'il démissionne de son poste de ministre, que par les dossiers industriels en tant que tel. En tous les cas, au Conseil national de l'industrie, où il y a un travail qui a été fait, du travail en filière, etc., nous allons demander de manière urgente que ces états généraux du ferroviaire, d'une manière générale, soient organisés. Quand, alors? Le plus tôt possible, c'est pas nous qui décidons, mais on va demander ça, et je dois voir le ministre de l'Industrie très prochainement, et ce sera un des dossiers que j'aborderai avec lui. Mais en tous les cas, est-ce que là, vous attendez quoi de ces 10 jours de négociations, sachant que ça y est, on sait qu'il y aura des commandes qui vont être passées. Après, il faut arranger le paquet pour que ça passe auprès de Bruxelles, etc. C'est pas un site au détriment de l'autre, il faut préserver l'ensemble des sites. Alstom n'est pas une entreprise qui connaît des difficultés. Ils sont sur une logique de compétitivité, ils ont même parfois des prix... peut-être pour ça qu'ils se portent bien, alors qu'ils reviennent de loin. Oui, peut-être parfois qu'ils ont des prix supérieurs aux autres aussi, ça peut exister aussi au niveau banque. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé, mais à un moment donné, c'est une décision brutale. Mais comme ça arrive souvent dans les périodes électorales où certaines entreprises en profitent pour faire des annonces. Oui, donc et on est dans ce schéma-là. C'est possible, oui, tout à fait. Vous avez été consulté, en l'occurrence, justement, par Alain Vidali, Christophe Sérug, celui qui a remplacé, partie... La structure compétente de l'organisation, c'est la Fédération Force ouvrière de la métallurgie, oui, est intervenue. Ils ont rencontré en délégation le ministre hier, oui, la Fédération FO est dans le coup du dossier, oui. Tiens, j'en profite pour saluer Emmanuel Le Chip qui nous a rejoint. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Avant de partir sur la loi travail et revenir sur ce dossier-là, je voudrais parler d'EDF, la fermeture de Fessenheim, parce qu'on sait que le comité central d'entreprise a demandé une expertise sur cette fermeture et les salariés d'EDF sont appelés à se mobiliser, notamment par vous, par Force ouvrière, et à faire grève mercredi contre la décision de cette fermeture de Fessenheim, voulue notamment par Ségolène Royal. Vous vous opposez à la fermeture de Fessenheim? Oui, depuis le début. Ça a été décidé pour des raisons de caractère politique, des accords passés avec entre les socialistes, les écolos, etc. C'était ça l'origine de la fermeture. Et nous considérons aujourd'hui que oui, c'est pas qu'on est pour le tout nucléaire, il faut une diversification énergétique, mais c'était une décision prise un peu à l'emporte-pièce. Et nous étions favorables à ce que Fessenheim ne soit pas fermé. Donc on a une logique, on a toujours défendu cette position, et donc on maintient la pression, y compris sur ce dossier. Vous êtes favorable, en tous les cas, la section énergie à Hinkley Point, au projet britannique? Non. Non, je considère, si vous voulez, que cette affaire, j'ai du mal à comprendre d'ailleurs. C'est un des dossiers que je voulais examiner avec Emmanuel Macron avant qu'il parte. On avait fixé un rendez-vous, il l'a annulé, on s'est jamais vu. Tout simplement parce qu'il y a à la fois l'avenir de l'EPR en tant que tel. Je rappelle qu'en Finlande, ça tourne pas très très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Flamanville, il y a des problèmes. Donc, je dis pas qu'il faut pas faire Hinkley Point, mais on dit qu'il faut se donner un délai pour le faire, une réflexion, y compris sur le plan de la recherche. Premier problème. Deuxième problème, c'est 21 milliards d'euros. Ça n'est pas rien, 21 milliards d'euros sur la situation d'EDF, qui est quand même pas tout dépend si les prix sont garantis. Oui, le Royaume-Uni. Il y a l'intervention des Chinois qui pose problème aux Britanniques, etc. Donc, je considère que ce dossier a été mené un peu à la va-vite, quoi. Et donc, nous, on demande, Décidément, vous êtes très sévère vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est pas que Macron, c'est le gouvernement aussi. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui était sur ce dossier. Vous avez compris ça? Vous trouvez que c'est logique qu'il démissionne de son poste C'est son problème, écoutez, moi. C'est son problème. On revient sur la loi travail avant de parler du droit de grève, parce qu'Emmanuel va vous dire qu'on va vers la fin du droit de grève. J'imagine que vous ne serez pas d'accord. Sur la loi travail, publication des 127 décrets nécessaires, aucun n'est publié. Vous savez un peu comment ça se passe? Ça commence à être publié, oui. Non, ils veulent accélérer, ils veulent notamment passer, c'est le calendrier qu'ils ont fourni, les décrets sur les points les plus durs, que ce soit la fameuse inversion de la hiérarchie des normes en matière de temps de travail, que ce soit le référendum. Je note d'ailleurs que ce que j'explique depuis des mois, que dans les entreprises, on ne tient pas au référendum. Je viens de voir une déclaration hier de l'Association nationale des DRH qui disent la même chose que nous. Ça va plus. Qui dit que c'est compliqué, voilà. Qui dit que cette loi. C'est évident. Enfin, attendez, quand vous avez un gouvernement qui est en dehors du réel, qui est dans la stratosphère, qui ne connaît pas les problèmes de la réalité, les problèmes quotidiens, on arrive à des, pardonnez-moi, je vais être brutal, des conneries comme ça, quoi. Voilà. Bon, et donc ils veulent publier ces décrets le plus rapidement possible. Et moi, je rappelle, les points durs, c'était quoi? C'était l'inversion de la hiérarchie des normes, le référendum, la définition des licenciements économiques et les accords dits de développement de l'emploi. C'est les 4 points les plus durs sur lesquels nous, on ne renonce pas à les faire abroger. C'est votre slogan de demain, la loi El Khomri, une connerie? Ah non, je ne parle pas de la loi El Khomri. Moi, je dis la loi travail, parce que ça sert à rien de mettre un nom. Je pense pas qu'elle ait été
la première à décider dans cette affaire. Je crois que le premier responsable, il s'appelle quand même François Hollande. Il y a des élections dans les TPE, Oui. 28 novembre, 12 décembre. Oui. La campagne elle est déjà lancée, je crois que vous faites déjà le Tour de France. On va voir, l'enjeu, il est surtout peut-être, pardonnez-moi, mais pour la CFDT, la CGT, puisque vous êtes quand même le 3e syndicat. Oui, on sera 3e. Oui, vous serez 3e. Oui. Et est-ce que ça va être manière, justement, le score de la CFDT, qui a toujours défendu cette loi travail en disant que c'était un progrès social, notamment le CPA, le dialogue c'est un des éléments de la représentativité syndicale. Je rappelle que... Oui, mais est-ce que ça va être... On aura les résultats l'élément de mesure pour savoir si la CFDT a eu raison. Un élément de mesure, les élections dans les très petites entreprises, qui sont importantes. Il y a un lien d'ailleurs avec la loi travail. Vous savez, dans les petites entreprises, encore les petites entreprises que j'ai visitées hier, tous les employeurs souhaitent qu'il y ait encore des conventions collectives nationales. Ils veulent pas commencer à discuter boîte par boîte. Mais si la CFDT fait un bon score, vous allez en déduire quoi? Franchement, c'est pas le problème. Mais non, mais attendez, mais j'en sais rien. Attendez, vous en savez ça va rien, porter. Ça voudra dire quelque chose. Non, mais je crois qu'on mélange tout, Edwige Chevrillon. Pourquoi? On mesurera la représentativité des confédérations syndicales. On aura le résultat au mois de mars 2017. Parce que ça engrange tous les résultats pendant 4 ans dans les entreprises de plus de 10 et les résultats des élections TPE, les moins de 10, qui porteront théoriquement sur 4,5 millions de salariés. J'espère qu'il y en aura plus que la dernière fois, parce que la dernière fois, il y a eu 10% de votants. Donc, le score final sur la représentativité des syndicats, désolé, mais ce sera au mois de mars. Non, mais ça, je suis d'accord, c'est la représentativité. Mais quand même, ça sera un bon indicateur, comme dirait Emmanuel Le Chypre. Ce sera un signe, fonction du taux de participation. Donc, oui, on verra. Vous redoutez que la CFDT fasse un bon score? Moi, je redoute, franchement. Moi, je me bats pas je suis pas dans une étude de part de marché, comme à la CFDT. Nous, on se bat sur des convictions. Après, les salariés, ils sont d'accord ou pas, c'est eux qui choisiront. Allez, c'est l'heure, non plus du chiffre de Le Chypre, mais des chiffres de Le Chypre. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. Emmanuel, vous avez décidé justement de provoquer un peu peut-être Jean-Claude Mailly. L'inquiéter au moins. L'inquiéter, c'est qu'il y a beaucoup de tendances à l'échelle mondiale qui montrent que l'on va, tendance un peu impressionniste, certes, mais qu'on va plutôt vers la fin du droit de grève. Expliquez-nous, après Jean-Claude Mailly vous répondra. C'est vrai que c'est notre camarade Benahouda Abdelhaim qui m'a alerté sur ce travail de la fondation Friedrich Ebert, qui est une fondation allemande qui est plutôt proche des SPD, des syndicats, démocrates allemands et des syndicats, et qui finalement a dressé un panorama du droit de grève au cours des dernières années, à partir de remises en cause assez inquiétantes, notamment en 2012, lorsque le groupe des employeurs au BIT remet à l'OIT, l'Organisation internationale du travail, remet en cause la reconnaissance du droit de grève. Et alors ils ont regardé sur les 5 dernières années, et donc ils ont passé au crible 69 pays. Et ils ont noté plus de 40 nouvelles violations caractérisées dans la loi ou la jurisprudence dans près d'un tiers des États étudiés, donc Australie, Canada, Turquie, pays émergents. Alors c'est des sanctions abusives contre les grèves légales, c'est l'usage abusif du service minimum, des déclarations d'illégalité, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que manifestement on entre dans une nouvelle période où on n'est plus dans une période de répression dure, entre guillemets, des grèves, mais où on a tout un tas de dispositifs, d'instruments plus subtils, plus raffinés pour contrarier le droit de grève, Jean-Claude Mailly. Non, c'est une réalité. C'est vrai, ce que dit Emmanuel Le Chypre est vrai. D'ailleurs, s'agissant de l'Organisation internationale du travail, on avait, nous et d'autres, été intervenus. On a fini par obtenir une nouvelle, après une discussion très dure avec les employeurs au niveau international. Il y a un durcissement des employeurs au niveau international que l'on constate, l'Organisation internationale des employeurs, notamment à l'OIT. C'est vrai, on avait même fait dans tous les pays des rassemblements à cette époque-là. On avait fait un pari pour préserver le droit de grève, qui est un droit fondamental. Ça fait partie de la liberté d'expression. Mais c'est vrai que sous des formes diverses, il y a des tendances, y compris par exemple en Belgique. L'année dernière, il y a eu des tendances en Belgique de remettre en cause d'une manière ou d'une autre le droit de grève, et il faut être très vigilant là-dessus. Comment est-ce que vous voyez, vous, un peu cette, c'est la question un peu bateau, mais bon, on y est, cette rentrée sociale, elle est tellement politique qu'on en oublie un peu le social, notamment peut-être un peu votre manif de demain, non, Jean-Claude Mailly? Non, ce que j'espère, moi, c'est que Force Ouvrière ne donnera aucune consigne de vote pour les présidentielles, comme d'habitude, ni au premier. Mais vous êtes d'accord que là, c'est parti, oui. Quoi. La campagne, oui, écoutez, il suffit d'écouter et de lire, on le voit tous les jours. Moi, j'espère quand même que les questions économiques et sociales ne seront pas mises de côté, parce que c'est l'élément essentiel. Je préfère qu'on parle de l'économique et du social que du burkini, pour me faire comprendre. Donc, voilà. Mais ceci
mais c'est pas vrai que chez nous. Moi, j'étais en réunion au niveau européen la semaine dernière. Il y a des problèmes partout, hein, et vous avez dans tous les pays sauf 2 des montées des mouvements qu'on appellera de rejet de l'autre. Hein. C'est vrai partout. Mes camarades allemands, bon, il y a eu le résultat en Allemagne dans une région récemment, mais me disent les sondages sur Berlin, qui est la capitale, donnent 15 à 20% pour ce parti. Donc, il y a une montée, y compris en Allemagne, de ces mouvements. Donc, la raison essentielle, elle est économique et sociale. Hein, c'est notamment le chômage. Oui, mais on voit bien que ce n'est pas forcément le social qui est au cœur. Oui, et ben ça veut dire que des programmes. Ben oui, et ben ça veut dire que les politiques vont se planter, ils vont ajouter à leur discrédit. C'est ça que ça signifie dans la population. Vous savez, les gens vous parlent pas du Burkini. Hein. Quand je visite des entreprises ou que je discute avec les salariés, ils vont parler emploi, ils vont parler pouvoir d'achat. Et bon voilà, c'est les questions qui les intéressent. Et c'est pas les questions. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème identitaire. C'est autre chose, mais c'est pas l'essentiel. Et ne pas parler de l'économie ou pas parler peu de l'économique et du social, c'est aussi parce qu'ils sont pas très à l'aise peut-être. Est-ce que vous espérez, vous demandez, vous avez rencontré des candidats? J'en ai rencontré un candidat, oui, j'ai rencontré Alain Juppé, oui. À votre demande ou à sa demande? Ça s'est fait par un intermédiaire, mais disons à une demande conjointe. Oui. Et vous allez demander de rencontrer les autres candidats? Oh, écoutez, on ne peut pas rencontrer tous les candidats à la primaire parce qu'on va passer son temps à ça. On va attendre que le choix ait été fait des deux côtés, et puis on verra. Je rencontrerai les candidats ayant un groupe parlementaire. Ben voilà, comme ça, c'est dit, c'est précisé. Mais alors, comment vous allez faire à gauche? Parce qu'on sait que vous êtes plutôt proche de la gauche. Comment est-ce que vous allez faire? Non, mais je suis syndicaliste. Je vous pose la question. Enfin, on sait que vous avez votre carte du PS. Ah, bon, je ne l'ai jamais caché. Moi, voilà. Je ne cache pas les choses. Ben, c'est pour ça. Donc là, à gauche, il y a François Hollande peut-être. Il y aura peut-être un Emmanuel Macron. Il y aura peut-être un Armand Montebourg. Il y aura peut-être, bref, une liste de candidats aux primaires très impressionnante. Ça veut dire qu'il va y avoir un carnet de balles qui va être long. Hein. Oui. Bon, on verra. Écoutez-moi, ceux qui voudront nous rencontrer, si on souhaite les rencontrer, on verra ça avec... je décide pas tout seul, on verra ça dans les instances de FO, qui je dois rencontrer ou pas. Est-ce que par rapport justement au bilan de François Hollande, sur lequel vous êtes très très critique, est-ce que pour sur la question économique et sociale, oui, je suis très critique parce qu'il a fait des choix qu'il n'a pas assumés, qu'il n'a pas fait clairement. Du pacte budgétaire au pacte de responsabilité, en passant par la loi travail. Tout ça c'est lié d'une manière ou d'une autre. À chaque fois, il nous fait un storytelling en disant pacte budgétaire, vous inquiétez pas, il y a un plan de croissance et d'emploi de 5 milliards d'euros, plus personne n'en parle. Pacte de responsabilité, il y aura des engagements sur l'emploi, c'était impossible. Loi travail, une loi de progrès, ouais, ça fait 3-0 pointé. Donc, vous ne souhaitez pas ça? Ah non, c'est pas moi qui décide, ce sont les citoyens. Non, mais je sais bien. On me pose une question, je réponds sur un constat économique et social. Oui. Je l'ai déjà dit, c'est peut-être un président qui a beaucoup parlé de dialogue social, mais qui l'a peu expérimenté. Allez-vous demander aux ceux qui vont remporter les primaires, notamment d'arrêter la loi travail ou de revenir en tous les cas sur la loi travail? Nous, c'est une revendication. En tous les cas, sur les dispositifs, les 4 ou 5 points, oui. Sur les 4 ou 5 points, on va reformuler nos positions, bien entendu. Vous savez, l'histoire de l'inversion de la hiérarchie des normes, mes camarades belges, c'est comme le droit de grève, ça. Mes camarades belges sont confrontés à ça en ce moment. Ça a été en Grèce, ça a été en Espagne, ça a été au Portugal, ça a été en Finlande. C'est une dynamique européenne aussi. Et j'aurais bien aimé que la France, deuxième pays de la zone euro, se fasse entendre. Mais malgré tout, on voit bien des accords de compétitivité, des accords qui sont signés au niveau des entreprises. Vous-même, vous en signez beaucoup. Il n'y a pas besoin de loi pour ça, hein, franchement, il n'y a pas besoin de loi pour ça. On voit bien qu'il y a la volonté d'avoir des accords qui sont vraiment signés au niveau de l'entreprise. Mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé, les accords. J'ai jamais dit qu'on voulait plus d'accords d'entreprise. Je dis qu'on assure un minimum d'égalité de droits pour les salariés et un minimum d'égalité de concurrence. Un socle commun, c'est ça que vous... Oui, un minimum. C'est vous, sur le plan social comme sur le plan économique. Et c'est ça qui est remis en cause. Qu'est-ce qui va se passer pour les négociations? On sait qu'elles ont été interrompues à l'assurance chômage. Vous allez rencontrer la ministre. Ouais, le 21. Le 21, sur l'assurance chômage. Je ne vois pas franchement comment on peut reprendre aujourd'hui des négociations avec un MEDEF qui dit je viens en discuter, mais on changera rien. Donc ça a échoué la première fois. Je ne vois pas comment ça pourrait, comment la sauce pourrait prendre cette fois-ci. Alors le gouvernement, il n'est pas obligé de toucher tout de suite à l'assurance chômage. Hein. Moi, je pense que alors on va en discuter. Vous opposez une fois de plus à la CFTC, CFDT, CGPME qui demandent. Pourquoi vous voulez que je me pose? Parce que ils demandent au contraire. Ils demandent, oui, si vous voulez. Voilà, bon. Mais non, mais demandent la reprise des négociations. Qu'est-ce qui a changé dans le contexte depuis la dernière négociation? Est-ce que le MEDEF a fait des ouvertures? Non. Monsieur Gattaz, il a fermé. Donc si c'est pour se retrouver avec une situation de blocage, c'est pas la peine de perdre son temps. Est-ce que la perspective d'avoir quand même... admettons que le candidat de droite l'emporte avec certaines propositions qui sont quand même un peu dures brutales, sur l'assurance chômage. Est-ce que c'est pas une épée de Damoclès qui vous oblige quand même à essayer de négocier?
Moi, je ne pense pas du tout, parce que même s'il y avait... Le gouvernement prenait, parce que les négociations, j'y crois pas trop, prenait des décisions actuellement, ça n'empêcherait pas un gouvernement de les remettre en cause. C'est des décrets. Bon, alors, des décrets, ça se change d'une manière ou d'une autre. Mais quel que soit le résultat de l'élection présidentielle, moi, je m'attends 6 mois durs. Parce que je pense que le nouvel élu, quel qu'il soit, où il se fera... Il y aura des 100 jours. Il y aura des ordonnances. Oui, mais les 100 jours, ils risquent d'être durs. Ça, je m'y attends. Oui. Et on s'y prépare. Parce qu'ils ont tous prévu la réforme, la Blitzkrieg, quoi. Voilà, Blitzkrieg tout de suite dès l'élection. Voilà, les ordonnances, tout ça. Oui, on verra. Oui. On verra une chose à la fois. Vous y préparez comment? Non, je préviens les militants qu'on risque d'avoir 6 mois durs dès l'élection présidentielle et quel que soit le résultat. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous. On aura l'occasion de se revoir, évidemment. Jean-Claude Maïs, secrétaire général de Force ouvrière. Voilà, c'est la fin de cette édition de l'Heure H. On se retrouve demain. Tout de suite, les décodeurs de l'écho avec Fabrice Lundy. Merci, Emmanuel. À demain. Stop.